Bonjour, notre intervention est intitulée euh, Politique et religion dans la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, s'il se rapproche de la religion chrétienne dans son idée de rédemption, est moderne dans sa façon de concevoir cette rédemption. Il pense que le salut de l'homme n'est pas transcendant, extérieur au monde, mais émanant intérieur au monde. Le salut ne vient pas de Dieu, mais de transformation de la société. Rousseau écrit: j'avais vu que tout est né radicalement à la politique. La bonne organisation politique doit sauvegarder la liberté naturelle de l'homme. Le contrat social va être, va être une tentative de sauvegarder de la liberté de tout grâce à la recherche de l'intérêt commun. Il faut supprimer les volontés particulières, isolées et conflictuelles et les intégrer dans une totalité de manière à ce que puisse exister la transparence entre les êtres. Le contrat va être le fondement d'une nouvelle histoire. Histoire qui est légitime dans la mesure où elle crée cette volonté générale qui va dans le sens de bonne virtualité de l'homme. Volonté générale qui est moins volonté de tout que volonté du général, de l'universel, qui est la raison. La régénération historique est possible. Il faut, et c'est la tâche du philosophe, rendre explicite, claire, cette nécessité qu'il y a de changer le sens de l'histoire pour la rendre plus conforme aux virtualités de la nature humaine. Les bonnes institutions désabolitisent l'individu, l'absolu, ce qui n'a aucun rapport à autre chose que lui-même. C'est le contraire de relatif. Les bonnes institutions désabolitisent les individus en ce sens qu'elles le rendaient relatif aux autres individus. Il restait certes des individus, mais identifiables au tout social parce qu'ils en sont le parti. La société ne doit pas être une collection d'individus toujours en conflit. De tout ceci, il résulte que le virtualité naturelle de l'homme ne se réalisait vraiment que dans la sphère non naturelle qui est la sphère sociale. À l'état de nature, l'homme est perfectible, ce qui veut dire qu'il n'est finalement rien d'autre qu'un ensemble de possibilités bonnes ou mauvaises que développe l'histoire. Quand l'histoire est mauvaise, les possibilités mauvaises se développent. Dès lors, il n'y a que dans la société bonne que se réaliser les possibilités naturelles bonnes. La virtualité naturelle ne se réduisait que dans la vie non naturelle, quand on passe de la vie solitaire à la vie collective. La réalisation de virtualité naturelle de l'homme, être qui peut utiliser le raisonnement et la conduite raisonnable, ne peut être que son naturel. Elle passe par le social. Cela signifie de reste une perte de certains traits naturels, une perte de l'instinct, par exemple, rendu inutile par le développement de la raison. Mais justement, le drame de l'histoire est que certains traits naturels sont demeurés chez l'homme, alors qu'il n'avait plus de sens dans la vie collective. Ils sont demeurés justement parce que le virtualité naturelle ne s'était pas développée. Les bonnes institutions sociales sont celles qui savaient le mieux dénaturer l'homme, donc humile, de l'éducation. Toute vie sociale est d'une dénaturation par définition, puisque la nature s'oppose au social. Mais une bonne dénaturation est compatible avec le fond de l'homme qui est bon. Le but, la fin de la société, pour Rousseau, c'est la réalisation de tout ce qui est la société des possibilités naturelles de l'homme, si bien que le contrat social tient compte à la fois de la justice et en même temps d'intérêt général. La collectivité est un tout organique, non une anarchie explosive. Pour Rousseau, le social ne peut être une simple
juxtaposition d'individus à la manière d'un agrégat. C'est un des défauts du despotisme qui n'est pas relié les hommes. Il faut bien voir que le contrat social n'est pas un projet constitutionnel, à la différence des écrits sur la Corse et la Pologne, mais une sorte de matrice, de modèle de toute conception politique. Le contrat social nous donne les conditions de base d'une bonne dénaturation de l'homme, mais ensuite celle-ci doit être réalisée, développée par tel ou tel type de constitution politique. Il n'y a pas de constitution possible, viable, si elle ne respecte pas les règles de base du contrat. Pour Rousseau, mais le contrat lui-même n'est pas une constitution, il est le fondement, la condition de toute constitution. Le passage au social supprime le caractère absolu de la nature humaine, mais pas la nature humaine. Encore une fois, ce que réalise la bonne société, c'est une dénaturation qui va dans le prolongement de la nature humaine. L'homme n'est plus ce qu'il était naturellement puisqu'il est en société, mais si la société est bonne, ce qu'il est devenu ne s'oppose pas à son fond naturel, mais en est le prolongement, le développement en tant que le fond naturel et surtout possibilité, virtualité. En somme, les possibilités naturelles de l'homme ne peuvent devenir que dans la bonne organisation sociale. Un état social bien compris permet de vivre selon son cœur, c'est-à-dire sa conviction, sa conscience, parce qu'on vit aussi selon sa raison. Or, le cœur, c'est le naturel. La raison est une virtualité naturelle réalisée grâce à la société. La bonne organisation sociale associe donc nature et réalisation de ce qui, à l'état de nature, n'est encore que possibilité nature d'inaturation. Dans le premier livre du contrat social, Rousseau procède d'abord à une critique rigoureuse des thèses absolutistes. Il n'existe pas d'inégalité naturelle qui fonderait le pouvoir, car l'état de nature est égalitaire. L'esclavage est une institution et non une donnée de nature comme le prétendait Aristote. Le contrat d'aliénation tel que le présente Hobbes est un pseudo-contrat car renoncer à sa liberté, c'est renoncer à son humanité. L'argument défendant un droit du plus fort ne tient pas davantage car désobéir impunément est aussi être le plus fort et de lors la loi perd toute valeur. Et la force est une notion relative étrangère à l'université du droit. Quant à la théorie de l'autorité du droit divin, elle est contradictoire. Si tout pouvoir peut venir de Dieu, il faudrait logiquement considérer comme sacré le pouvoir qui représente le pistolet d'un brigand qui me surprend au coin d'un bois. Le fondement de l'autorité légitime se situe donc dans un contrat d'association par lequel il n'a unanimement un groupe d'individus décide désormais de se soumettre à la volonté générale, c'est-à-dire au verdict de suffrage universel. Chacun ainsi se soumet non à un homme, mais à la loi, l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite et liberté. Rousseau défend le principe d'une démocratie non pas représentative, mais directe, où tous les citoyens votaient les lois. Seul le pouvoir exécutif pourra être confié à un groupe d'individus. Rousseau s'oppose à la constitution des partis politiques car il gênait le libre jeu du suffrage universel. La volonté générale est souveraine. Elle ne peut ni se soumettre ni déléguer ce pouvoir. Maintenant, le thème de l'éducation. Quel est le rapport entre éducation et politique chez Jean-Jacques Rousseau? Un autre thème important chez Rousseau, c'est celui de l'éducation. On peut bien dire, on peut bien sûr l'expliquer par l'annexité de Rousseau au sujet de sa propre enfance qui n'a pas été si heureuse. Il projettera de reste sur ses propres enfants son malheur enfantin.
persuadé qu'il ne peut éduquer vertueusement ses enfants dans une société qui ne repose pas sur le contrat. Il les laisserait à l'assistance publique. Mais c'est philosophiquement qu'il nous faut ici aborder le problème. Si seul le contrat permet une bonne pédagogie, inversement, la politique ne suffit pas si l'on ne n'indique pas les individus dans la société juste. Une bonne société sans bonne éducation est vouée à l'échec. Il n'est pas question de pédagogie dans le contrat social, mais en revanche, on parle de politique dans ce livre de pédagogie qui est l'Émile, livre 4. L'Émile et le contrat social daté de la même époque. L'essentiel d'Émile est une pédagogie à finalité sociale. Il s'agit de rendre Émile social. Cela pose bien sûr un problème. La pédagogie, le pédagogue doit lui-même être formé socialement par quelqu'un qui lui-même a été formé, etc. Mais si à l'origine personne n'a été formé dans une société correcte, il n'est pas de commencement possible. C'est la régression à l'infini. Il est difficile de concevoir une éducation si personne n'est préalablement éduqué. Il s'agit en effet, pour Rousseau, une bonne éducation, de faire échapper Émile au mauvais déterminisme historique qui est le nôtre. Mais nous sommes tous dans l'histoire et il faudrait quelqu'un qui déjà a échappé à l'histoire pour éduquer Émile. Or, personne n'échappe à son temps. Rousseau pas défie que l'homme naturel ne raisonne pas puisque la raison n'est qu'une virtualité naturelle qui se développe en société. La pédagogie doit donc partir de l'être sensitive qu'elle va former. Il faut d'abord développer cette sensibilité qui existe, mais de manière elle-même embryonnaire, virtuelle. L'enfant n'est qu'un ensemble de virtualités. Il n'est presque rien. Il faut apprendre l'enfant à sentir avant de raisonner, car le sentir existe déjà, même s'il y a développé alors que la raison est quasiment inexistante. Rousseau dira que l'enfant est paresseux, qu'il a tendance à remplacer ces différentes formes de sensibilité par la simple vision qui demande moins d'efforts. C'est pour cela qu'il faudrait réprimer l'impétuosité des regards. Il faudra ensuite initier Émile à l'outillage. La pratique va en effet permettre le développement de la raison. En agissant, l'enfant va évidemment faire un certain nombre d'expériences, c'est-à-dire qu'il va avoir un certain nombre de sensations qu'il va comparer. Or, cette comparaison favorise le passage au jugement correct. Juger, c'est comparer. L'expérience fait naître l'idée. Rousseau est un philosophe empiriste. Puisque Rousseau est empiriste, pour lui, plus l'enfant sera en rapport avec l'expérience sensible, plus sa raison se développera. C'est pourquoi il ne s'agira pas seulement de laisser faire le temps, mais il faudra provoquer le développement du jugement concret par les jeux éducatifs et le travail. Le travail est primordial. Rousseau conseille même aux rois de donner un métier manuel à leurs enfants. Car, dit-il, nous approchons de l'état de crise et des cycles de révolution où aucune position sociale ne sera plus stable. Cela veut dire que le travail sera nécessaire pour chacun. Il faut éduquer la sensibilité pour développer la pensée intellectuelle. Mais, dit Rousseau, il faut que cela soit accepté par l'enfant. Et pour cela, il faut provoquer l'opportunité, créer les occasions de rencontres pédagogiques fécondes. La pédagogie va donc lier au projet politique, puisqu'il n'y a pas plus de bonne pédagogie dans un mauvais système politique que de bonnes politiques sans bonne pédagogie. La transformation sociale et la transformation de la pédagogie vont ensemble. Maintenant, quelle est la relation entre politique et la religion? Que veut dire religion naturelle chez Rousseau? La rédemption politique et pédagogique ne suffit
ne suffit pas. Il est nécessaire pour Rousseau de prendre en compte l'homme de l'intérieur, l'éducation et la politique. Rousseauiste renvoyait à une exigence intime de les réaliser. Pour que l'homme ait la conviction intime que pédagogie et politique sont des biens, il faut qu'il ait une foi religieuse qui prend la forme d'une religion naturelle. La foi naturelle repose sur l'idée d'une relation à un absolu devant lequel nous sommes comptables de ce que nous sommes, de ce que nous tenons de devenir. Cette foi, nous l'avons naturellement, elle fait partie de la nature de l'homme. C'est elle qui rend possible pédagogie et politique. Rousseau est certes contre le dogmatisme catholique et sa religion n'a rien de clérical. Il admet trois dogmes, l'existence de Dieu, l'immortalité de l'âme, la liberté de l'homme. Mais Rousseau n'est pas un déiste. Son Dieu n'a rien à voir avec l'horloger de Voltaire. Ce n'est pas la vision intellectuelle de Dieu, mais l'exigence d'un rapport interpersonnel de Dieu et soi-même par une sorte de pensée immanente. Dieu est plus intime à moi-même que moi-même, comme disait saint Augustin. C'est ceci est dans la droite ligne de la conscience. Et si aussi le cœur, la conscience, me permet d'affirmer que Dieu existe parce que j'en suis intimement persuadé. Chez Rousseau existe une importance du regard et surtout de la parole de Dieu. En effet, nous sommes sous le regard de Dieu, alors que nous contenons de paraître sous le regard des autres hommes. Dieu peut voir dans moi et ma vie intérieure et de l'ordre de l'être. Ce n'est que par rapport aux autres, aux hommes, que j'ai paré. La mauvaise société est la société où il existe plus que le paraître. La bonne société est celle dans laquelle l'être existe avec le paraître. On veut compter avec le jugement des autres paraître, mais non par simple goût de prestige, sinon il n'y a plus que le désir de paraître, l'être disparaît. C'est la mauvaise société. Mais parce qu'on veut compter avec le jugement de Dieu, ce qui veut dire qu'on veut être sans tricher, car on ne triche pas devant Dieu. La pédagogie, la politique ne sont opurantes que s'il y a un besoin intime des biens, une spontanéité naturelle pour les biens, bien que pour l'homme social ne peut se trouver que dans la communauté. Comme communauté. La religion naturelle est possible parce que l'homme est naturellement bon. Il s'agit d'une religion du sentiment plus que de la transcendance. Pour Rousseau, il ne s'agit pas de faire la théorie des arrière-mondes. Dieu, c'est en l'homme qu'il faut le retrouver, immanent à moi, à la limite, s'il y a transcendance, c'est dans la nature, dans l'homme. Dieu est en l'homme. La révélation est pour Rousseau une bonne nouvelle qui se donne à l'intérieur de nous-mêmes. Toute autre révélation a un caractère complètement inutile. Autant dire que pour Rousseau, l'histoire de Christ n'a pas d'autre valeur qu'une valeur symbolique. Voilà est terminé notre intervention sur la relation entre politique et religion dans la philosophie de Jean-Jacques Rousseau. Merci bien de votre attention. Au revoir.